Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission et sont restés avec moi mes trois invités. Professeur Nicolas Agbourou, je rappelle que vous êtes professeur d'économie, auteur du livre « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». Martial Zebelinga, vous êtes co-auteur du livre « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA ». Vous êtes sociologue, économiste. Et Wilfried Ekanga, vous êtes vous, analyste politique. Merci à vous trois d'être restés avec moi pour cette troisième partie. Mesdames et messieurs, lorsque, en janvier 1994, le président béninois Nicéphore Soglo signe la dévaluation du franc CFA à Dakar, il parle de deuil national et demande à l'administration de son pays la mise en berne des drapeaux avant son retour à Cotonou. Alors, les Africains ont-ils leur mot à dire dans la gestion du franc CFA? Leur avis compte-t-il vraiment? Y a-t-il débat contradictoire? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose d'écouter à ce propos Abdou Diouf, ancien président du Sénégal. J'ai reçu un coup de téléphone de mon ami Michel Kandessu, directeur général du FMI. Ce coup de téléphone, je crois, a duré 2 heures de temps. On a commencé à parler sur un ton courtois, puis ensuite ça s'est durci. J'étais dans mes appartements du palais. Mon épouse qui allait et venait, à un certain moment, elle a senti que le ton se durcissait. Et s'est assise pour prier. J'ai dit, mon mari a des problèmes. C'est assise pour prier. Et Michel Kandessu me disait, en résumé, Président, vous avez été très courageux, mais ça ne suffit pas. Il faut que tous ensemble, vous fassiez la dévaluation. Un jour, un responsable du Fonds monétaire m'a dit, Monsieur le Président, avec la cote que vous avez dans votre pays, vous devez accepter de prendre des décisions impopulaires parce que vous seul, vous pouvez les faire accepter. Bon, il avait raison. Mais en même temps, cette cote, à ce moment-là, elle dégringolait. Hein? Mais j'étais obligé de le faire. Et un jour, un syndicaliste m'a dit, mais Monsieur le Président, pourquoi vous voulez accepter de faire ça? J'ai dit, mais j'ai le dos au mur. Si je ne le fais pas, peut-être qu'à la fin du mois, vous ne percevrez pas vos salaires, vous les fonctionnaires. Parce que je n'aurai pas les fonds que j'attends. Et finalement, bon, les gens acceptaient bon gré, mal gré. Mais ça se ressentait, hein. Après, aux élections suivantes, on voyait l'érosion se faire. Ben, c'est à ça qu'on sert aussi. Professeur Agbourou, Abdou Diouf est l'une des personnalités les plus respectables du continent. Quand on l'écoute, on sent de la frustration et de l'impuissance. Il dit « j'ai le dos au mur, j'ai pas le choix ». Comment comprendre que les Africains n'aient pas leur mot à dire quant à la gestion, quand il y a nécessité de faire la dévaluation du franc CFA? Pour une raison simple. La monnaie qu'on appelle ici le franc des colonies françaises d'Afrique appartient à 100% à la France. C'est l'outil dont se sert la France pour maintenir en esclavage moderne les 15 pays africains qui se disent officiellement indépendants, mais qui n'ont pas le courage de rejeter le franc des colonies françaises qui maintient toutes les populations concernées en esclavage, en colonie. Il dit, si je ne le fais pas, je n'aurai pas de quoi payer les salaires. Mais il y a quoi? Il y a un chantage derrière? Mais c'est une évidence, puisque celui qui détient la monnaie, c'est bien la France. La monnaie se fabrique ici en France. C'est une évidence. C'est pourquoi nous disons, et nous le répétons, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, on ne peut pas être dans une entreprise, je dis bien dans une entreprise, et critiquer de façon inacceptable la même entreprise dehors. En un mot, il y a des règles de conduite à l'intérieur de l'entreprise qui vous nourrit. Si vous ne le faites pas, on vous renvoie. Mais c'est exactement ça. Tous les chefs d'État africains de la zone franc CFA sont obligés, je dis bien, sont obligés de se soumettre à la France tant qu'ils vont utiliser le franc CFA. Donc le problème est simple, laissez les nègres choisir leur chef, mais à peine est-il élu,
ces mêmes chefs sont obligés de venir se prosterner devant le chef de la France, c'est-à-dire le président africain. Et vous remarquerez, eux tous, sans aucune exception, je dis bien sans aucune exception, prenons Patrice Talon du Bénin. Il a été élu brillamment, c'est-à-dire selon les règles dites démocratiques, mais il n'a aucun moyen, il n'a pas d'autre choix que de venir se prosterner ici à l'Élysée. Et je peux les citer tous, que ce soit le jeune Macky Sall, qui est né après l'indépendance. Et ça sera toujours ainsi. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le Code noir, l'article 44, qui dit « L'homme noir rendu esclave est un meuble ». Donc, une chose. Or, par définition, une chose appartient à quelqu'un. Lorsque vous êtes propriétaire d'une chose, ça veut dire vous pouvez utiliser cette chose, c'est l'usus. Vous pouvez tirer profit de la chose, c'est le fructus, mais mieux, vous pouvez disposer de la chose comme vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez vendre, vous pouvez tuer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et un esclave, par définition, selon le Code noir, tous les enfants qui naissent de l'esclave sont eux-mêmes esclaves. C'est pour ça que vous parlez... Nous qui sommes dans l'esclavage moderne, tous ceux qui vont succéder, qui vont venir, ils sont esclaves de la France. Et c'est ça, de ça il faut prendre conscience pour couper radicalement le cordon ombilical monétaire qui lie la France aux pays d'Afrique francophone. Sébelinga, le président Abdou Diouf dit « Je reçois un coup de fil de Michel Candesu, qui était le directeur du Fonds monétaire international, et il m'annonce que le franc CFA sera dévalué, vous n'avez pas le choix. » Comment ça se fait que c'est le FMI qui annonce à un chef d'État africain que le franc CFA sera dévalué? Il y a une instrumentalisation des organisations internationales. Bon, de toute façon, les organisations dites internationales, elles jouent un rôle dans une géopolitique mondiale. Elles jouent un rôle politique dans une géopolitique mondiale. De toute façon, le FMI et la Banque mondiale ont été créés pour soutenir le camp de l'Ouest, en particulier pour détruire les pays qui étaient dits progressistes, communistes, etc. C'est pour ça qu'un certain nombre de régimes ont été soutenus. Donc moi, ce qui me gêne fondamentalement, c'est qu'on ne peut pas être tout le temps dans essayer de faire la chronique de la dévaluation. On la connaît, la chronique de la dévaluation. La dévaluation a été décidée par la France, le FMI et la France. Quelle est l'interprétation qu'il y a derrière la dévaluation? C'est ça qui est plus important du point de vue monétaire. D'autre part, si on est vraiment dans une logique de sortie des servitudes, eh bien, on ne sort pas des servitudes en demandant à l'autre de nous faire sortir des servitudes. On sort des servitudes avec des problématiques qui nous sortent des servitudes et des stratégies qui nous sortent des servitudes. Il faut rompre soi-même les chaînes. Oui, mais c'est ça qui est important. Donc, quand vous posez la question, par exemple, vous introduisez votre sujet avec ce que les Allemands disent. Vous savez, l'article allemand que vous avez cité, vous savez de quand il date? Il date de 2015. Les Africains ont commencé à le citer en 2016. Pourquoi? Parce que Mediapart, journal français, l'a cité. Cette dimension du colonialisme est extrêmement importante. Et c'est en ça, en réalité, que le colonialisme perdure. Il ne perdure pas toujours par des canons. Il perdure parce que notre psyché, notre mentalité, la façon même de problématiser notre existence est elle-même pro-coloniale. Vous nous demandez, vous prenez les déclarations de Chirac. On n'a quand même pas besoin des déclarations de Jacques Chirac, si éminent fut-il, pour savoir que nous avons été et que nous sommes un espace de prédation. Pour une fois, il y a un langage de vérité qui est tenu. Mais encore qu'un langage de vérité, bon, il a dit que l'essentiel... Ça symbolise quelque chose. Ça symbolise quelque chose, mais les Africains n'ont pas besoin de... Il y a des travaux qui ont été faits sur l'évasion de capitaux par des Africains, par la Banque africaine de développement. Les Africains ne s'en saisissent pas. Oui, mais ils préfèrent pavlover quand on dit oui, Chirac a dit ci, etc. C'est très très grave. Je veux dire, des Africains travaillent sur ces questions, produisent des chiffres sur ces questions. Ça ne pose aucun problème de dire, voilà, il y a 1500 milliards de dollars qui sortent de l'Afrique en 30 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, toute une année de PIB, toute une année de création de richesses africaines est soufflée comme ça tous les 30 années. Ça ne gêne pas les Africains, on continue de tourner en rond. Et puis quand Chirac dit une chose, on pavlove. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème. La chronique de la dévaluation aujourd'hui n'est pas importante. Elle n'est pas importante. Elle est importante si on veut voir, les rapports de force qu'il y a derrière. Et là, oui, il y a des rapports de force. Et si on veut voir surtout dans quelle mesure les Africains peuvent être acteurs et actifs pour éviter ce genre de situation.
la dévaluation arrive. À quel moment elle arrive? Et c'est ça aurait été intéressant d'analyser. La dévaluation arrive dans la seule période de l'histoire dite du franc CFA, où les réserves africaines, parce que les réserves, pas les devises africaines, je parle bien des réserves africaines, sont insuffisantes. C'est-à-dire que c'est le seul moment où, sur une année, on a pu avoir des devises insuffisantes. À l'exception de 2 pays, le Bénin, le Burkina Faso. Exactement, mais du point de vue global. Et à ce moment-là, s'il y avait un pays qui garantissait le franc CFA, là, le pays aurait dit, puisque je suis votre garant, vous n'avez plus de réserves, alors moi, je vais garantir le franc CFA à son même niveau. S'il n'a pas garanti, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de garant. Ce qui garantit réellement le franc CFA à ce jour, ce sont les réserves des pays africains. La question, c'est donc pourquoi, puisque ce sont leurs réserves qui garantissent le franc CFA, pourquoi donc les loger au Trésor public français ou ailleurs? Or, c'est ça la vraie question. La question, c'est pas de savoir si tel est venu engueuler tel. On n'en est plus là. Je veux dire, là, si vous nous ramenez en dehors de l'histoire. Et Kanga, tout ça intervient aussi à un moment où les engagements pris n'ont pas été respectés par les États africains. Parce que c'est ça qu'on utilise aussi finalement pour agir contre... on sortait des programmes d'ajustement structurel qui n'ont pas tenu leurs promesses. Et on leur dit, si vous voulez vous en sortir, c'est-à-dire si vous voulez payer vos fonctionnaires, il faut dévaluer. Mais non, je dirais dans le sens inverse, ça répond plutôt à une logique où on a la puissance impérialiste qui joue les bienfaiteurs et qui dit maintenant que moi, dans ma gentillesse infinie, j'ai voulu vous rendre un service et vous n'avez pas respecté les clauses du contrat. Il faudrait considérer si dans le domaine économique, l'Afrique était en possession de ses principaux socles de développement. Il faudrait interroger le Niger, la Namibie, si la Guinée, si les réserves de bauxite et d'uranium et d'autres minerais étaient en possession des Africains. Parce que oui, on dit une politique monétaire responsable et très positive pour le développement, mais entre autres, il faut que le pays soit capable de disposer de la maîtrise de la production, de la transformation de ces matières premières, même s'il ne les a pas. Ça veut dire que c'est un double jeu auquel la France se livre c'est ce que le professeur Jean-Philippe Omotonde appelle le transfert de culpabilité. Le tableau est simple. La France, à partir de 1945, à la fin de la guerre, et tous les pays européens avec elle, la plupart des pays d'Europe occidentale ont connu une époque qu'on appelait les 30 glorieuses. C'est-à-dire c'était le boom économique absolu. On était proche du plein emploi. Entre autres parce qu'il fallait reconstruire les dégâts de la guerre. Entre autres parce que justement les matières premières étaient acquises presque gratuitement. Parce que déjà même à l'époque, par rapport à la devise occidentale, le franc CFA dans l'état de l'époque des lieux était assez faible. Ça leur permettait de puiser presque gratuitement dans nos ressources et ainsi de suite. Mais après, sur le socle des programmes d'ajustement structurel et de tous ces mécanismes-là... Les problèmes sont exagérés parfois, vous pensez? La responsabilité des Africains, elle est là, bel et bien, mais le problème, c'est que les Européens se chargeaient déjà très bien de cette tâche d'accuser les dirigeants africains d'irresponsabilité. On ne va pas continuer à faire ce travail à leur place. En revanche, il n'y a personne qui dit aux Européens, vous aussi, désolé, vous avez semé le chaos. Et c'est à cette propagande de l'information-là que nous voulons mettre un terme en disant au principal bienfaiteur, entre guillemets, que, attention, comme Abraham Lincoln le dit, on peut tromper un peuple une partie du temps, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. Donc, à un moment, les mécanismes que vous avez mis sur pied sont parus au grand jour et ça ne fonctionne plus comme ça. Les premiers à se remettre en question, c'est vous, parce que vous êtes à l'origine de la chaîne économique. Professeur Agbou, comment sortir du discours politique pour rentrer maintenant dans l'action et pour rompre la chaîne, pour couper le cordon ombilical, comme vous le proposez? Bien, d'abord, il faut un éveil de conscience. Deuxièmement, pour pouvoir rompre avec ça, parce que la question essentielle, c'est de dire, mais si on sort de la zone franc CFA, on va où? C'est ça la question. Bien sûr. Eh bien, nous disons, de façon froide, simple, il faut, en lieu et place du franc CFA, créer une monnaie typiquement africaine. Et nous allons... Quand vous dites africaine, à l'échelle continentale? Non. Spécifiez, s'il vous plaît. Je dis en lieu et place du franc CFA. D'accord, pour les pays concernés. Il y a donc 15 pays d'Afrique qui sont unis entre eux par une monnaie purement coloniale qui leur est étrangère et étrange. Il faut l'enlever et mettre en lieu et place une monnaie typiquement africaine. Et nous disons, ça peut se faire en 3 jours. 3 jours. Je m'explique. S'il vous plaît. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans un monde de téléphone.
ils peuvent décider, chaque gouvernement dit, je veux créer la monnaie. Ça, c'est le 1er juin, on va supposer que c'est un lundi. Lundi. Cette décision, elle est prise, elle est inscrite dans un document qu'on appelle un projet de loi. Le deuxième jour, c'est-à-dire le mardi, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Je reprends, le peuple est représenté par le Parlement. Tout à fait. Et le pouvoir de la monnaie appartient au peuple. Donc, le mardi, on demande au peuple, est-ce que vous voulez votre monnaie? Ou alors voulez-vous la monnaie coloniale? Le peuple dit oui. Le peuple dit oui le mardi. Oui. Le troisième jour, on appuie sur la machine, la monnaie sort. Sur quelle machine? Eh ben, il faut La déjà... machine qui produit les... il faut déjà l'installer. Non, mais attention. Oui. Une indépendance politique se prépare. Ah, oui, tout à fait. Donc, je dis, après plus de 50 ans, 55 ans de soumission aveugle à cette tromperie-là, produire le franc CFA, produit une monnaie, ce sont des machines. Aujourd'hui, le Maroc produit sa monnaie. Donc, ce n'est pas un problème technologique, ce n'est pas un problème technique, tout ça. C'est une décision politique. Et cette décision politique, pour qu'elle soit prise, il faut que ce soit la population, je dis bien la population, qui descende dans la rue et qui exige la souveraineté monétaire. Condition sine qua non pour que les hommes politiques portés par la population puissent prendre la décision. C'est un appel que vous lancez au gouvernement africain concerné. Espérons donc que votre appel passe. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de participer à cette émission et pour débattre d'une problématique assez importante, assez intéressante pour les Africains concernés. Merci à vous, professeur Nicolas Agbourou. Je rappelle que vous êtes économiste, vous enseignez l'économie donc à l'université de Versailles. Vous êtes auteur du livre le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Martial Zebelinga, vous êtes sociologue, économiste, co-auteur du livre Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA. Nous l'avons compris au cours de cette émission. Claude Wilfried Ekanga, analyse politique. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politicia.